La discussion sur l'article 9 bis. Madame Valérie Boyer, qui n'est pas encore arrivée. Madame Sabine Rubin, vous avez la parole. Oui. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Donc, par cet article adopté en commission, vous souhaitez que l'accès au centre provisoire d'hébergement puisse prendre en compte la vulnérabilité de la personne, c'est en vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de ses liens personnels et familiaux et de la région dans laquelle elle a résidé pendant le temps d'examen de sa demande d'asile. Cette attention particulière que doit avoir l'administration est en effet fondamentale. Toutefois, cet article nous interpelle. En effet, vous rappelez et consacrez la vulnérabilité particulière des personnes qui ont obtenu l'asile ou la protection subsidiaire, mais qu'en est-il justement de toutes ces personnes qui ont fait l'objet d'une procédure devant l'OFPRA et devant l'OCNDA? Ne devaient-elles pas être considérées avec autant de vigilance dès le début et non pas simplement à la fin de la procédure? Car comme le rappelle le défenseur des droits, votre projet de loi n'est qu'une succession de rabots sur les garanties procédurales des demandeurs et demandeuses d'asile et justement ne tenant absolument pas compte de leur vulnérabilité. Pour reprendre vos propos, Monsieur le Ministre, en commission des lois, les demandeurs et demandeuses d'asile de mauvaise foi passent par la procédure accélérée avec un temps réduit et des garanties moindres. Donc le « en même temps » a ici, me semble-t-il, un autre nom. Il s'appelle dissonance cognitive. Vous ne pouvez pas d'un côté créer un parcours juridique du combattant pour les demandeurs d'asile, justement dans l'attente et particulièrement vulnérables, et de l'autre côté, affirmer en brandissant un humanisme de façade que ceux qui ont obtenu l'asile sont des personnes vulnérables. C'est toute la contradiction de cet article. Merci beaucoup. Après l'article 9 bis, nous passons à l'article 10A. Il n'y a pas d'inscrit sur l'article 10A. Nous examinons. Madame Panot, vous vous inscrivez sur l'article 10A. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui, ma collègue Sabine Rubin vous parlait tout à l'heure de dissonance cognitive et d'incohérence. Et là encore, je crois qu'avec l'article 10A, nous sommes dans ces incohérences. Et nous avons noté que, notamment à la fin de cet article, vous avez rajouté un alinéa qui était jusqu'ici absent du texte, qui dit « Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs, que ces derniers soient ou non accompagnés d'un adulte ». Belle intention, mais les actes du gouvernement, et ça a beaucoup été discuté en commission, révèlent que derrière cela, il n'y a rien. En effet, toute la presse s'est faite l'écho ces derniers mois de condamnations en chaîne du préfet des Alpes-Maritimes par la justice. S'il vous plaît. À savoir le tribunal administratif de Nice, pour avoir ordonné le refoulement aux frontières ou le renvoi illégal hors de nos frontières de migrants mineurs. Et quelle est votre réponse, Monsieur le Ministre? L'obligation de porter une attention particulière. Je cite le texte. Vous croyez vraiment que ça va changer quelque chose? Pourquoi ne pas écrire aussi un temps de réflexion, un café avant de décider? Soyons sérieux. Nous sommes en train d'écrire la loi et la loi n'est déjà pas appliquée par votre gouvernement et ce n'est pas quelques vagues mots d'attention particulière qui y changeront quelque chose. Mais surtout, nous prenons bonne note du fait que vous reconnaissez une vulnérabilité particulière aux mineurs. Eh bien, allez une nouvelle fois jusqu'au bout de votre démarche et en cohérence avec vous-même, parce que les mineurs doivent avoir cette protection particulière et nous attendons donc que vous votiez les amendements que nous avons déposés en commun avec GDR pour l'interdiction de la mise en rétention des mineurs. Je vous en remercie. Merci beaucoup, Madame Panot. Et nous passons à l'examen de l'article 10B. C'est inscrit sur l'article 10B. Madame Bénédicte Taurine, vous avez la parole pour 2 minutes maximum. Je vous remercie. Donc, derrière l'apparente innocence de cet article qui est relatif aux procédures de non-admission à nos frontières dans le cadre du rétablissement temporaire des frontières intra-Schengen, il faut rappeler ce qui n'est plus justement au sein de cet article. C'est-à-dire qu'en effet, dans l'avant-projet de loi présenté par le gouvernement que nous avions eu à disposition et qui avait particulièrement scandalisé les associations, il y avait une disposition relative au franchissement de nos frontières. Le gouvernement voulait rétablir ce qui était alors l'article 16 de l'avant-projet de loi, un délit de franchissement des frontières extérieures en dehors d'un point de passage frontalier. Tout contrevenant risquait 1 an d'emprisonnement et une amende de 3 750 €.
Donc vous auriez ainsi forcé ceux qui ont subi la guerre, les pires atrocités dans leur pays et sur le chemin de l'exil, esclavage en Libye, torture, viol et violence, à devoir mourir de froid dans la montagne, sans eau ni nourriture, en attendant les horaires d'ouverture d'un poste frontière pour chercher refuge en France. Ce que proposait le gouvernement, par contre, était par ailleurs contraire à l'article 31 de la Convention de Genève. Donc vous l'avez retiré entre l'avant-projet de loi et le projet de loi, et c'est tant mieux, parce que cet article reste tout de même un ersatz de votre volonté politique qui ne nous a pas échappé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Taurine. Nous passons à l'examen de l'article 10. Madame Valérie Boyer, vous n'êtes plus inscrite. Madame Danielle Obono, vous avez la parole. Valérie Boyer, non? Mais pourquoi pas Valérie Boyer? Parce qu'elle est partie. Mais non, elle est là. Du coup, ah, oui, je vais essayer de retrouver. Ah. Merci, Monsieur le Président. La condition sine qua non pour faire une demande d'asile, c'est l'accès au territoire. Lorsque l'on parle d'externalisation du droit d'asile, on parle justement de cela. On parle du fait de tuer dans l'œuf la simple possibilité de demander l'asile en France et en Europe en empêchant par divers moyens l'accès au territoire par des personnes qui ont précisément besoin de notre protection. Cet article tente de parfaire jusque dans les moindres détails, comme il semble que ce soit systématiquement le cas, cette politique, non seulement au niveau français, mais européen, de dissolution du droit d'asile par tous les moyens qui semblent techniques, les moyens de procédure. Il s'agit donc dans les zones d'attente, c'est-à-dire en France le plus souvent, les aéroports de Roissy ou d'Orly. Dans ces zones d'attente se trouvent des femmes, des hommes, à qui on a refusé l'accès sur le territoire. Et effectivement, également des enfants, comme cela a été rapporté dans les journaux. Par exemple, à Roissy, le cas de 2 fillettes qui ont passé des jours en zone d'attente, une fillette française de 6 ans et une autre ivoirienne de 3 ans, qui ont été retenues chacune 4 à 5 jours dans une zone d'attente de l'aéroport de Roissy. Il s'agit ainsi d'un article qui veut réduire les garanties procédurales, encore une fois, dans un contexte où elles sont le plus nécessaires. Systématiser les vidéo-audiences, faciliter les décisions d'irrecevabilité. La généralisation de la vidéo-audience, nous en avons déjà parlé, remet en cause le droit des demandeurs et des demandeuses d'asile à une vraie audience dans un réel environnement juridictionnel. C'est passer outre les difficultés techniques qui sont déjà constatées, c'est rendre encore plus compliqué pour des personnes ayant subi des persécutions le récit de celles-ci. C'est ce que disent et redisent encore une fois les avocats de la défense, les magistrats, les associations. Le GISTI, n'en déplaise à certains députés qui tentent d'utiliser ces exemples pour dire le contraire. Comment peut-on imaginer qu'à travers un tel média, on puisse faire part des tortures subies, des persécutions? De nos points de vue, ça va à l'encontre du droit qui devrait être garanti à ces personnes. Beaucoup. Cet article crée des conditions intolérables. Nous nous y opposons donc formellement. Merci, Madame Obono. La parole est à Madame Clémentine Autain. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, cet article prévoit de rendre donc automatique des mesures liberticides que sont l'expulsion des étrangers, ainsi que l'interdiction de retourner sur le territoire français. Et employer ici le mot liberticide, c'est sans doute encore peu dire pour qualifier ces mesures d'éloignement qui contraignent les étrangers à regagner leur pays sans prise en compte de ce qui les attend à leur retour, à savoir misère économique, guerre, mutilation sexuelle, travail forcé. La loi actuelle reconnaissait le caractère grave et exceptionnel de ce type de procédure en réservant le monopole du déclenchement de ce type de procédure à un juge administratif. Et si cet article est voté, il faudra assumer que la France fera dès lors partie des États qui traquent les étrangers sur leur territoire et qui expulsera à tour de bras. Et ce, d'autant plus que ces mesures seront déclenchées suite à un refus de demande de séjour et d'asile, alors que nous savons pertinemment que le manque d'aide pour constituer des dossiers complexes dans une langue que ces personnes ne maîtrisent pas et à qui l'on demande de fournir des documents difficiles à obtenir, fait que les rejets de demande sont importants. Alors, pour retrouver notre tradition d'accueil humaine, pour ne pas la perdre en tout cas, il faut impérativement rejeter cet article qui expose à un très grand danger celles et ceux qui en ont déjà tant affronté pour arriver dans notre pays. Merci beaucoup, Madame Autain. Le 930, Madame Taurine, il est défendu. C'est Madame Rubin. Donc, en complément de nos amendements visant à rappeler au préfet qu'il doit toujours examiner pleinement et sérieusement la situation de tout étranger, nous souhaitons modifier l'article L. 511 alinéa 1 du CESEDA
pour cette fois-ci un cas plus problématique, c'est les interdictions de retour sur le territoire français. Il y a 7 ans, seul un juge pénal pouvait prononcer une telle mesure, les interdictions judiciaires de territoire. Mais l'IRTF a été créé par une loi du 16 juin 2011 et pouvait être prononcée dans des cas limités par les préfets, mais dans des cas limités. Or, en 6 ans, le régime des IRTF s'est banalisé, alors qu'il s'agit d'une mesure particulièrement grave et attentatoire aux droits et libertés fondamentaux. Depuis la loi du 7 mars 2016, dans de nombreux cas, le préfet est en effet obligé de prendre automatiquement une IRTF, la seule dérogation permise étant des circonstances humanitaires. Il n'a une marge de manœuvre que sur la durée de l'interdiction, qui peut aller jusqu'à 3 ans. Donc vous vous rendez compte, il y a encore moins de 7 ans, seul un juge pouvait prendre une mesure aussi grave, et maintenant elles sont désormais automatiquement délivrées. Donc nous souhaitons que cette automatisation puisse être retirée. Merci Madame Rubin. 927 est présenté par Madame Panot. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Et dans un esprit constructif, nous défendrons avec la même défense commune le 926 et le 927. Donc, avec cette loi, le ministre de l'Intérieur que vous êtes a prétendu plusieurs fois traiter la question de l'asile et de l'immigration avec humanité et fermeté. Pourtant, dans cet article 11, on trouve un concentré de cynisme, notamment parce que cet article précise que toute personne ayant perçu un refus d'une double demande d'asile et de titre de séjour doit faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, alors qu'en réalité, l'administration en charge d'étudier ces demandes simultanées peut et ne doit pas forcément prendre une mesure d'OQTF. L'article 11 prévoit donc une automatisation des OQTF, ne permettant pas à l'administration d'étudier l'histoire de chacun avec ses particularités, alors même que cela pourrait éviter le lancement de ce type de procédure arbitraire. Il est aussi prévu d'étendre les motifs d'interdiction de retour sur le territoire français. Donc nous voulons, avec ces deux amendements, supprimer cette mesure liberticide qui place ces personnes dans une situation d'incertitude et de crainte constante, les poussant alors à choisir de vivre dans la clandestinité. Et aujourd'hui, Monsieur le ministre, dans mon département, il y a 8 jeunes majeurs qui ont reçu des OQTF, qui sont 8 jeunes majeurs scolarisés, qui sont bien souvent dans des situations de regroupement et de droit à la vie familiale et privée, ce qui n'était, d'après les associations, notamment RESF, pas du tout le cas encore il y a 2 ans, donc c'est-à-dire que nous sommes déjà sur une aggravation. Et par exemple, il y a une jeune qui est au micro-lycée à Vitry, qui s'appelle Mamie Konya, qui a 26 ans, qui a fui le Sénégal pour un mariage forcé. Or, votre gouvernement parle constamment des droits des femmes et donc a fui ce mariage forcé. On lui a refusé la demande d'asile parce qu'elle était majeure au moment où il y a eu ce mariage forcé et que, étant majeure, elle aurait pu refuser ce mariage forcé, ce qui est une méconnaissance complète de la situation dans laquelle elle se trouvait. Et aujourd'hui, bien qu'elle soit en France depuis 4 ans et demi et scolarisée depuis 4 ans et demi, elle a une OQTF. Donc je pense que derrière ce type de situation, on voit bien l'absurdité de ce qui est poursuivi aujourd'hui. Je vous remercie. Merci Madame Panot. Madame le 934, c'est Madame Taurine qui a la parole. Je vous remercie. Donc cet amendement fait suite aux recommandations de tous les syndicats de la justice administrative, à savoir syndicat des juges administratifs et Union syndicale des magistrats administratifs. Donc nous souhaitons mettre un terme à cette lente dégradation de la justice administrative en droit des étrangers et la diminution des garanties pour ces requérants. Cet amendement vise à mettre fin à la distinction inadmissible faite par la loi du 7 mars 2016 entre 2 types de recours contre la même décision du préfet, soit obligation de quitter le territoire français. En effet, cette loi a introduit un examen du recours contre les OQTF dans des conditions dégradées pour les magistrats et pour les étrangers requérants. Pour certaines OQTF, celles prises sur le fondement des 1er, 2e, 4e ou 6e de l'article 1L 511-1 du CESEDA, les garanties du requérant ont été substantiellement diminuées. Délai de recours qui passe de 30 à 15 jours, délai de jugement plus court, 6 semaines contre 3 mois avant, formation de juge non plus de 3, mais formation collégiale classique qui est devenue un seul juge. L'absence de conclusion du rapporteur public, qui est la fin d'une garantie majeure.
Nous proposons donc, comme le demandent les syndicats, de revenir à un seul régime juridique d'OQTF et de mettre fin aux OQTF dites 6 semaines. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Taurine. 939, Madame Panot, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui, je pense qu'il est extrêmement important de modifier des choses et notamment de donner des moyens à la justice, c'est ce que nous avons dit plusieurs fois, parce qu'en l'état du droit actuel, une justice bis existe notamment pour les étrangers demandeurs d'asile qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'entrée au titre de l'asile et le cas échéant d'une décision de transfert ou demandeurs d'asile qui ont fait l'objet d'une décision de transfert. Donc nous avons des propositions que nous avons regroupées dans un livret que vous pouvez tous et toutes consulter. La procédure serait ainsi modifiée. Une formation de jugement non plus d'un seul juge mais de 3, une formation collégiale classique. En effet, la procédure actuelle qui ne prévoit qu'un seul juge peut malheureusement laisser une part importante à la subjectivité sur des décisions qui ont pourtant une décision extrêmement importante sur la vie des personnes. Et il faut nécessairement remédier à cela. La formation à 3 magistrats permet par l'interaction et l'intelligence collective qu'une solution moins marquée du sceau de l'individu jugeant seul soit élaborée. Et puis, dans notre proposition, il y aurait aussi des conclusions du rapporteur public, soit le retour d'une garantie majeure, puisque cela permet dans les faits de vérifier que le magistrat qui statue seul n'a pas eu d'angle mort sur le traitement du dossier. Concrètement, donc, ça permet de garantir encore plus de sérieux à la procédure. Donc, par cet amendement qui nous paraît être un amendement de bon sens, nous souhaitons ainsi réaligner le droit au recours des personnes demandeuses d'asile sur le droit commun, puisque, comme le rappelait ma collègue Elsa Faucillon, lorsqu'on commence à enlever des droits aux personnes, eh ben, on grignote de plus en plus et finalement, cela concerne tout le monde. Et garantir pleinement le droit au recours et les droits procéduraux des demandeurs et demandeuses d'asile. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Panot. Madame